Ok, bon, mais merci beaucoup vraiment. Je suis ravie d'être avec vous. C'est des moments importants et merci d'avoir organisé tous ces partages. Alors, ce dont je voulais parler, c'est un sujet qui me tient énormément à cœur en ce moment. Je crois que de ce que j'ai un peu compris, on est... C'est pas ça? C'est bon? Je peux continuer? Vous m'entendez? Est-ce que quelqu'un Allez, peut allez. me dire si vous m'entendez? Oui. Alejandro, tu me dis oui, c'est ça? Me dices si, Alejandro? Est-ce que vous avez des problèmes avec l'audio des micros? Mais non, mais moi, j'entends pas du tout de retour. Je ne sais pas si vous m'entendez. Moi, je peux parler, mais je ne sais pas si vous m'entendez. Donc, vous vous entendez couramment, non? Non, je n'entends, moi, je n'entends rien. Mais est-ce que vous m'entendez? Est-ce que la salle m'entend? Sì, sì, lo oímos Ah, perfectamente. Sì, sì, a bon. ti y a Jean. Sì, sì. Ok, ça va. Ok, alors je continue. Moi, j'entends rien, mais c'est pas grave. Alors oui, donc je disais que c'était très important pour moi de parler de ce sujet parce que je trouve qu'aujourd'hui, il y a des vraies difficultés dans les diagnostics différentiels entre le haut potentiel et les troubles neurodéveloppementaux. Pardon. Alors, bien sûr, il y a eu une avancée considérable des neurosciences et de la neuropsychologie. Et il y a encore une dizaine, une quinzaine d'années, on ne connaissait pas vraiment bien tous ces troubles qu'aujourd'hui on identifie clairement. Et on sait qu'en particulier, ce sont les connexions cérébrales, les particularités dans le fonctionnement des connexions cérébrales qui pourraient expliquer ces différents profils de ces différents troubles dont je vais parler tout de suite. Et il y a encore pas très longtemps, on connaissait mal l'ensemble de ces troubles et on pouvait effectivement passer à côté de difficultés qui pouvaient pénaliser l'enfant ou l'adulte sur son parcours, mais on n'en saisissait pas bien ni la forme ni le fond. Parce que bien évidemment, c'est essentiel de pouvoir identifier simplement pour bien accompagner, bien comprendre et bien accompagner. Il ne s'agit pas de mettre des étiquettes ou d'enfermer dans des cases. Bien évidemment, ce n'est pas notre métier. Notre métier, c'est la compréhension la plus fine possible de ce qui se joue pour une personne en particulier. Et en même temps, la prolifération, d'une certaine façon, le nombre exponentiel de troubles qu'on a bien repérés qui peuvent effectivement créer des profils atypiques rend beaucoup plus complexe les identifications et nos capacités à bien distinguer ce qui relève de telles difficultés ou de telles particularités. Alors, vous le savez, les TND, c'est un ensemble de troubles qui sont essentiellement tout ce qui relève du trouble du spectre de l'autisme, hein, qui est vraiment un spectre qui va des difficultés les plus légères aux difficultés les plus sévères et qui peuvent être réellement invalidantes sur le parcours. Un trouble qui, en effet, va de une intelligence préservée, voire une intelligence supérieure à un vrai déficit du développement intellectuel. On va y revenir. Ensuite, il y a la grande famille, cette fameuse grande famille du TDAH, hein, le trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, qui est un trouble qui apparaît beaucoup dans nos bilans à partir du moment où, en effet, on fait toujours des bilans à la fois cognitifs, intellectuels, mais aussi des bilans de personnalité, parce que ça, c'est un élément essentiel. Tous les troubles 10, la dyslexie, la dyspraxie, la dyscalculie, qui font partie de ces troubles du neurodéveloppement. Le TDI, qui est le trouble du développement intellectuel, donc avec exactement en écho avec le haut potentiel, qui sont ces personnes qui ne disposent pas de capacités intellectuelles suffisamment élevées pour s'adapter
plus spontanément aux attentes de l'environnement. Et puis rappeler quand même que même si aujourd'hui on considère que le haut potentiel appartient aux troubles du neurodéveloppement, le haut potentiel n'est pas une pathologie. Ce n'est pas une pathologie, c'est une neurodiversité qui n'est pas du tout une maladie, qui n'est d'ailleurs pas répertoriée comme ça dans le DSM-5, qui est ce répertoire des maladies mentales internationales. Si on reprend un instant les symptômes du TDAH, vous savez qu'il y a trois grandes familles dans le TDAH. Il y a d'une part tout ce qui tourne autour des difficultés d'attention, donc la difficulté à rester longtemps attentif sur un travail, sur une tâche, quelle qu'elle soit. Ce qui ne veut pas dire, et c'est là où c'est vraiment, ce sont ces subtilités dans les évaluations, dans les identifications auxquelles il faut précisément être attentif, c'est que ça ne veut pas dire qu'un enfant ou un adulte qui souffre d'un TDAH ne puisse pas être attentif. Mais c'est une question de durée de l'attention et de motivation par rapport à la tâche. Et puis on va trouver bien sûr une distraction importante, beaucoup d'oubli, hein, on ne sait plus où on a mis les choses, on a des difficultés dans la gestion de l'organisation quotidienne. Et puis la deuxième grande famille, c'est l'hyperactivité. Alors, elle peut être associée ou pas au TDAH. Et j'attire votre attention pour les filles. Parce que chez les filles, d'une façon générale et très majoritairement, le TDAH se manifeste essentiellement par un trouble de l'attention. Et l'hyperactivité est rarement associée au tableau clinique du TDAH chez les filles. Donc il faut être extrêmement prudent chez les petites filles qui souvent, y compris pour le haut potentiel d'ailleurs, ne sont pas suffisamment bien identifiées parce que les filles, on le sait, elles s'ajustent aux attentes de l'environnement, elles veulent faire plaisir, elles veulent être les petites filles sages pour être gentilles avec leur maîtresse, avec leur maman, pas faire de bruit. Et malheureusement, quand ces petites filles grandissent avec un trouble qui n'a pas été repéré, voire d'autres difficultés, bien évidemment, et même un haut potentiel et qui va se combiner avec certaines particularités d'adaptation, eh bien, les filles, elles peuvent décompenser à l'adolescence et souvent sous forme de TCA, c'est-à-dire du trouble du comportement alimentaire et d'anorexie, et qui sont des pathologies parmi les plus difficiles à accompagner. Donc attention aux formes du TDAH qui sont uniquement sur l'inattention. Et puis on va voir qu'avec le haut potentiel, eh bien, ça peut se combiner d'une façon qui rend tout plus compliqué à, euh, à percevoir et surtout à différencier. Voilà, c'est le terme que je cherchais. Donc l'hyperactivité, hein, on voit bien ce que c'est l'hyperactivité. On bouge tout le temps, on a du mal à rester en place, on parle beaucoup, on coupe la parole en permanence, on a toujours une idée dans la tête qui fait qu'on va intervenir dans une conversation sans faire très attention au fait qu'un autre parle ou pas. Et puis toute cette impulsivité, hein, cette difficulté à attendre son tour. Donc je vous le disais, on interrompt les autres, on prend une décision rapide parce que en même temps, ça va très vite au niveau de l'intelligence, d'où le diagnostic différentiel, évidemment. Dans le TSA, on a là deux grandes familles avec d'une part un déficit persistant de tout ce qui touche à la communication et aux interactions sociales, hein. Alors là, il y a quelqu'un qui a ouvert son micro, qui s'appelle Xiaomi. Donc si Xiaomi peut fermer son micro, c'est bien, mais je ne suis pas sûre qu'on prononce comme ça. Merci. Donc, on va trouver dans le TSA toutes ces difficultés dans l'adaptation sociale, dans la réciprocité sociale, dans les réponses sociales, donc dans tout ce qui touche l'ajustement social dans la relation aux autres. On peut trouver aussi toutes ces difficultés autour de la communication non verbale, c'est-à-dire d'avoir du mal à s'ajuster entre les paroles qui sont énoncées et la façon dont on se positionne avec le corps.
Et puis, dans la deuxième grande famille, on sait qu'en particulier dans les formes plus sévères du TSA, on peut avoir des mouvements comme ça assez répétitifs, assez scandés. On peut utiliser des objets de façon ininterrompue. Il y a beaucoup d'insistance sur les choses qui sont pareilles, beaucoup d'importance accordée à la routine. Et puis, quelquefois, des intérêts qui sont fixes sur un sujet avec des connaissances absolument encyclopédiques sur un sujet, mais qui sont vraiment des compétences et des connaissances en silo. Mais ça, on va le retrouver aussi dans le haut potentiel, en tout cas dans certains profils de personnes à haut potentiel. Et puis, cette hypersensorialité ou cette hyposensorialité, c'est-à-dire avoir au niveau des sens, de la perception, de la vue, de l'ouïe, du toucher, soit une absence de sensation, soit au contraire une sensorialité très aiguisée et qui va rendre, là encore, le contact avec le monde un peu plus délicat. Mais ça aussi, on va le retrouver pour certains chez les profils à haut potentiel intellectuel. Et ce fameux, alors, haut potentiel intellectuel, ou comme vous le savez, je ne vais pas revenir longuement là-dessus, hein, c'est-à-dire que là encore, on pourrait dire qu'on a deux grandes familles. Alors, j'ai mis un zèbre en illustration parce que peut-être certains d'entre vous savent que depuis plus de 20 ans maintenant, j'ai pris pour habitude d'appeler les personnes, enfants ou adultes à haut potentiel des zèbres, hein, pour des tas de raisons. Et donc voilà, c'est ma terminologie affectueuse pour ces personnes qui d'ailleurs passent leur temps à changer de nom, hein, même en Espagne, hein. Je crois qu'avant vous parliez de superdotado et que maintenant vous parlez de alta capacidades, je crois. Voilà, donc finalement le zèbre qui est pour moi une terminologie qui me suit sur mon parcours depuis longtemps, hein, dont j'ai parlé dans un de mes tout premiers livres en 2002, donc c'est une vieille histoire, mais le zèbre est toujours très présent. Mais bon, si je reviens sur le profil d'une personne avec un haut potentiel, donc on a évidemment autour du fonctionnement cognitif une intelligence très élevée, et on le sait, hein, sur les échelles d'intelligence. Euh, En tout cas, c'est précisé que pour pouvoir identifier une personne à haut potentiel, il faut un QI qui soit égal, donc un quotient intellectuel qui soit égal ou supérieur à 130, mais je reviendrai là-dessus aussi. Tout ce fonctionnement cognitif qui est assez spécifique, hein, avec cette grande rapidité d'association d'idées, des connexions, et ça, les neurosciences l'ont bien validé, des connexions extrêmement rapides dans le cerveau, une hyperconnectivité cérébrale, une grande densité, hein, entre les zones du cerveau, cette pensée en arborescence qui se déploie, une question amenant le plus souvent une hypothèse et une nouvelle question plutôt qu'une réponse fermée. Donc, c'est cette pensée qui est toujours en marche d'une certaine façon, et souvent les, les personnes à haut potentiel, que ce soit des enfants, des ados, des adultes, arrivent dans le bureau et disent, mais s'il vous plaît, mais donnez-moi le bouton stop pour que ça s'arrête, je n'en peux juste plus. Donc on voit bien cette intensité de pensée qui est importante, une très grande mémoire, la curiosité, cette capacité à être très créatif, c'est-à-dire la créativité dans le sens de générer de nouvelles idées, explorer de nouvelles voies, avec un raisonnement qui est élevé et des capacités d'abstraction qui sont solides. Et puis les aspects émotionnels qui sont importants et qu'il faut surtout pas oublier dans l'identification. J'ai entendu que la personne juste avant moi parlait de sensibilité. J'avoue que j'ai pas tout compris, mais en tout cas, je suis un peu inquiète, et je partage ma pensée avec vous aujourd'hui sur sur cette vision que peuvent avoir de plus en plus certaines personnes qui s'intéressent au potentiel et qui excluent complètement cette dimension du profil d'identification. Bien évidemment que ça fait partie du profil d'identification au-delà du QI, au-delà de l'intelligence, qui est bien évidemment nécessaire, mais enfin, c'est nécessaire d'avoir cette évaluation de l'intelligence, mais on ne peut pas rester uniquement à cette intelligence. Donc, au niveau émotionnel, on va trouver chez la plupart, alors c'est toujours pareil, mais la plupart, on ne peut pas dire tous, parce que on peut jamais dire tous dans le métier de la psychologie, ça n'existe pas, mais
dans la plupart des profils à haut potentiel, cette hypersensibilité émotionnelle et sensorielle, hein, c'est-à-dire capter beaucoup d'émotions très fort et quelquefois y réagir de façon importante, et puis cette capacité aiguisée de l'ensemble des cinq sens, voire avec des champs de vision qui sont beaucoup plus larges que des champs de vision plus centraux, entendre le moindre bruit qui devient quasiment une musique, en tout cas quelque chose qui est perçu, voir l'invisible, des choses que d'autres n'auraient pas vues et qui évidemment nourrissent l'intelligence. C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre, hein, et de toute façon, les émotions sont directement liées par ce circuit cérébral entre tout le système limbique avec l'amygdale comme moteur central, et tout le cortex préfrontal, c'est-à-dire les zones les plus abouties, les plus élevées de l'intelligence. Et ce circuit, il est incessant, hein. Et donc, il ne peut pas, il n'y a pas d'intelligence sans émotion, il n'y a pas d'émotion sans intelligence. Donc, ce qu'on va retrouver aussi chez les profils à haut potentiel, c'est cette grande empathie, cette capacité à percevoir et ressentir les émotions des autres, un sens de valeurs, des valeurs qui sont vraiment, pour certaines, incontournables, et certaines personnes avec au potentiel peuvent se montrer très intransigeantes autour, par exemple, de valeurs comme la justice. Des exigences de performance qui fait qu'on peut proportionnellement, même s'il n'y a pas beaucoup d'études encore autour de tout ça, trouver plus de profils à haut potentiel dans les personnes qui font des burn-out. Et ça, j'attire vraiment votre attention là-dessus. Et bien sûr, et évidemment, le sentiment de décalage qui peut en être la conséquence. Alors, au niveau de la prévalence, hein, vous le savez, pour le TDAH, il y a à peu près 5 à 7% des enfants, c'est une prévalence mondiale. Chez les adultes, parce qu'il y a certains symptômes du TDAH qui se calment à l'âge adulte. Euh, donc, la prévalence de 2,5 à 4%. Et là, c'est pareil, hein, il y a 2 à 3 fois plus de garçons, mais est-ce que c'est parce que les filles ne sont pas diagnostiquées, comme je vous le disais tout à l'heure? Le sujet reste totalement ouvert, mais c'est un vrai sujet et hyper important. Dans le TSA, le trouble du spectre de l'autisme, on a 1 à 2% des enfants, avec là encore, hein, à peu près 4 garçons pour une fille. Et la prévalence, en revanche, à l'inverse du TDAH, elle est stable à l'âge adulte, hein, c'est-à-dire qu'un TSA un jour, TSA toujours. En tout cas, en termes de troubles, ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas accompagner et aider pour vivre mieux, mais en tout cas, le trouble reste là. Et c'est en augmentation ces dernières décennies. Mais pourquoi? Parce qu'on diagnostique beaucoup plus. C'est un trouble, comme je le disais en introduction, c'est un trouble qu'on ne diagnostiquait pas du tout il y a encore 15 ans, ou très peu, ou vraiment pour les formes d'autisme sévère qu'on appelait à l'époque l'autisme de Kanner, et les autismes d'Asperger, qui étaient les formes avec une intelligence élevée. Mais on n'avait pas du tout cette représentation des difficultés qui pouvaient être associées à ce grand donc, continuum de l'autisme, ce spectre donc, et qu'on connaît beaucoup mieux aujourd'hui, d'autant que, je le disais, on connaît beaucoup mieux ce qui se passe dans la tête. Et puis, pour le haut potentiel intellectuel, vous savez bien sûr que ça concerne 2,3% de la population, hein, si on se fie au QI, et c'est important d'avoir un élément repère, bien sûr, sinon on peut à peu près dire tout et n'importe quoi aussi, hein. Donc, voilà. Là encore, on sait qu'il y a autant de filles que de garçons qui ont ce profil à haut potentiel intellectuel, mais on, on sous, on sous-identifie les filles qui font moins de bruit, et donc on repère beaucoup moins bien. Alors, c'est là où tout se joue. Les points communs dans cette famille des troubles du neurodéveloppement. Parce qu'il y en a beaucoup de points communs. C'est d'une part, et en particulier dans les TDAH et dans les formes du spectre de l'autisme avec intelligence préservée ou élevée, on va trouver dans ces trois tableaux, TSA, TDAH, HPI, une intelligence vive, une intelligence alerte, une pensée qui va extrêmement vite, quelquefois une forme très intense, en particulier dans les TDAH. Il y a une intensité de la pensée, cette pensée qui semble sauter un peu comme un singe d'une liane à une autre, à vive allure, et qui ressemble exactement, en tout cas dans son expression, à ce qu'on va
ce qu'on peut trouver, ce qu'on va trouver dans le fonctionnement intellectuel du HPI, avec cette arborescence, ce déploiement constant de pensée, cette rapidité d'association d'idées, ce traitement très rapide des informations entre ce qu'on perçoit à l'extérieur, ce qu'on traite dans le cerveau, et la rapidité des transmissions à l'intérieur même du cerveau. Donc là, il y a vraiment tout, tout une famille de points communs très importants entre ces trois tableaux. L'hypersensibilité. Parce que l'hypersensibilité, on va la trouver chez le TDAH, qui peut être hypersensible au bruit et qui va contribuer d'ailleurs à sa difficulté attentionnelle auditive, ou qui va être hypersensible à la lumière, ce qui va contribuer ses difficultés d'attention sur un texte, par exemple, ou sur une image. Bien sûr, on le trouve, comme je le disais déjà, dans le tableau du TSA, avec cette grande sensorialité qui peut être pénalisante dans le TSA et qui est un atout incroyable quand on en a bien conscience et qu'on sait comment l'utiliser. Par exemple, chez le HPI, qui voit des choses, qui entend des choses, qui ressent des choses que les autres ne ressentent pas. Alors, ça peut faire énormément d'informations et quelquefois troubler et être euh, plus difficile à gérer. D'où parfois la vulnérabilité que va procurer la sensibilité, mais la force immense que ça donne aussi dans cette hyper perception et réceptivité de tous de tous les signaux à la fois extérieurs, mais aussi intérieurs. Parce qu'il ne faut pas oublier que la sensibilité, c'est aussi être sensible à ce que l'on ressent à l'intérieur de soi, dans tout ce qui est la proprioception, qui est un peu la sensibilité kinesthésique, c'est-à-dire la perception de notre corps dans l'espace, mais aussi tout ce qui est l'interoception, c'est-à-dire la capacité de ressentir nos émotions à l'intérieur de nous. Et on sait à quel point c'est la base pour la régulation émotionnelle. Qu'est-ce que je ressens là tout de suite? Quelle est l'émotion qui est là en moi? Et puis, tout ce qui est aussi les sensations physiologiques, hein, la faim, la soif, etc. Tout ça, c'est de la sensibilité, c'est de l'interoception. Et c'est quelque chose qui peut être très développé chez les TSA, chez les TDAH et pour les personnes avec un haut potentiel. Et puis ces fameux intérêts focus, dans le TDA, on peut très bien rencontrer des enfants, en particulier des enfants, qui ont des passions et qui lâchent pas. Ils vont être archi motivés pour être à fond sur ce qui les passionne et pas du tout préoccupés par, évidemment, un certain nombre de zones, de secteurs d'intérêt qui ne rentrent pas du tout dans leur propre motivation intrinsèque, j'entends. Et bien sûr, on le retrouve, comme je le disais, chez le TSA, qui peuvent avoir des intérêts comme ça, complètement focus et connaître tout par cœur sur des sujets extrêmement pointus et invraisemblables dans les moindres détails. Et chez les hauts potentiels, et on le voit chez les petits enfants hein, en termes de développement, c'est-à-dire qu'ils peuvent grandir avec énormément de curiosité pour les dinosaures, pour les planètes. Bon, et ça, pardon, c'est un lieu commun, mais pour des sujets qui les intéressent. Mais la différence, c'est que, par exemple, le TSA, enfin, la personne qui a un TSA, elle va avoir du mal à sortir de son sujet et elle ne connaîtra que ça, alors que le haut potentiel va connaître ça à fond, mais va pouvoir aussi s'intéresser à mille et un autres sujets, même s'il a un intérêt focus. Et dans le TDAH, on va avoir des centres d'intérêt comme ça très forts, mais qui vont un peu jumper, qui vont sauter d'un centre d'intérêt à un autre suivant les moments de la vie. Donc c'est à la fois extrêmement pareil et extrêmement différent. Et puis on a aussi ce point commun qui est le décodage des implicites et des codes sociaux, c'est-à-dire que le TSA, c'est évident puisque c'est le cœur de la difficulté du TSA, mais quand on est TDAH, eh bien, on peut avoir des difficultés parce qu'on fonctionne avec cette espèce de pétillement constant dans la tête et on ne sait plus très bien qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut faire. Et surtout, quand on a une impulsivité associée où on va couper la parole, ou on va pas arriver à écouter longtemps quelqu'un, eh bien, parfois, les enfants ou les adultes avec un TDAH vont se retrouver déconnectés d'une conversation et vont plus repérer
le fond des codes qui appartiennent à cette conversation. Et chez les HPI, ils comprennent très bien les codes, mais quelquefois, pour des tas de raisons, selon leur développement, justement, qu'ils soient enfants, ados ou adultes, ils vont s'extraire de ces codes sociaux parce que ça les emmerde, hein, pour dire les choses clairement, et que finalement, puis ça leur convient pas. Ils peuvent être très critiques sur les codes sociaux pour certains d'entre eux, une fois encore, et donner ce tronc commun avec les deux autres TND. La régulation émotionnelle, bien évidemment, est un point commun, hein, c'est-à-dire que chez le TDAH, c'est évident qu'il y a une labilité, une variabilité émotionnelle forte. Chez le TSA, l'hypersensorialité, par exemple, peut donner des mouvements d'humeur qui bougent et qui sont très instables. Et chez la personne avec un haut potentiel, le fait d'avoir cette grande sensibilité et sensorialité, ça va pouvoir donner des élans immenses dans un sens. Et puis, il suffit qu'il y ait quelque chose qui ne se passe pas bien ou qu'il y ait un ressenti, justement, une perception interne désagréable, et ça peut chuter. Et là encore, alors, on n'en parlera pas aujourd'hui, mais ça peut se confondre avec des troubles de la bipolarité, hein, et ça n'a rien à voir parce que ça ne se joue pas. Et c'est là tout le sens de la clinique, évidemment. Le sentiment de décalage, on comprend bien qu'on va le retrouver dans les trois tableaux. Et pareil pour l'ennui, hein, les TDAH lâchent très souvent les choses parce qu'ils n'arrivent pas à avoir un intérêt continu, et donc au bout d'un moment ils s'ennuient, et, et ils se font d'ailleurs souvent, en tout cas pour les enfants à l'école, ben, ils se font punir parce qu'ils bougent, parce qu'ils font autre chose, etc. Mais les HPI aussi s'ennuient, pas pour les mêmes raisons, ils s'ennuient parce que quelquefois ça va pas assez vite, ou parce qu'ils posent des questions et on leur dit non, mais toi, ça va, je te répondrai plus tard. Ou toi, bah écoute, on verra ça une autre fois. Je vais pas développer ça tout de suite en classe. Et que les enfants avec HPI peuvent se retrouver dans des situations très douloureuses d'ennui en classe profond, et de démotivation. Et puis, ça va jouer pour chacun d'entre eux sur les liens avec les autres, pour les raisons évidentes de celui avec TDAH, qui va avoir du mal à avoir des amis, hein. Un enfant TDAH à l'école a souvent du mal à avoir des amis parce qu'il est hyper impulsif, parce qu'il bouge, parce qu'il coupe la parole, parce qu'il agace tout le monde. On est en train de parler d'un sujet et bim, il a une idée qui lui passe dans la tête et il va en parler, etc. Donc, c'est pas très simple. Donc, tout l'enjeu est là, c'est l'enjeu du diagnostic différentiel. Surtout que quand on va être dans une dynamique d'évaluation, eh bien, on a énormément de masques, c'est-à-dire que un HPI important, c'est-à-dire quelqu'un, un enfant, un adulte qui a une intelligence très, très élevée, très vive, très intense, qui est extrêmement sensible, mais qui à la fois peut avoir certaines particularités parce que, en effet, elle passe rapidement d'un sujet à l'autre, etc. Ben, ce HPI va masquer, par exemple, le TDAH, et à ce moment-là, on va passer à côté du TDAH. Ou à l'inverse, un enfant, un adulte qui a un TDAH, sa façon de fonctionner, sa rapidité, son intensité, sa labilité émotionnelle va conduire à mettre le TDAH au premier plan et à mettre le HPI derrière, qui ne sera même pas vu. C'est-à-dire qu'à aucun moment on ne dira cet enfant ou cet adulte a également un haut potentiel. On ne parlera que du TDAH. Oh, et c'est un vrai risque pour le développement, évidemment, et pour l'aide qu'on peut apporter, parce que c'est pas du tout pareil d'avoir un TDAH pur, même si, évidemment, c'est un peu bizarre de dire ça comme ça, parce que rien n'est jamais pur, mais en tout cas, d'avoir un TDAH sans HPI, que d'avoir un TDAH avec HPI, et idem pour un trouble de l'autisme. C'est pas du tout pareil d'avoir un haut potentiel intellectuel avec un TSA, et à l'inverse, c'est pas du tout la même chose quand on a un TSA, si on a ou pas, quand on a un HPI, si on a ou pas un TSA. Mais, et donc, le fait que l'un masque l'autre, c'est vraiment une dimension auquel il faut être extrêmement attentif. Et ça, c'est vraiment le cœur de mon propos aujourd'hui, parce que ça me fait peur en réalité, ces masquages réciproques, parce que le vrai enjeu, pardon, comme je vous le disais, c'est les retentissements. C'est-à-dire que si on ne diagnostique pas un trouble sous couvert d'un HPI, on ne saura pas mettre l'aide adaptée
pour pouvoir accompagner efficacement cet enfant ou cet adulte. Et dans le monde professionnel, les conséquences peuvent être sévères, hein. Je parlais du burn-out tout à l'heure, mais c'est quand même vraiment une pathologie qui est en pleine évolution et qui est une vraie pathologie, hein. C'est quelque chose de lourd. Moi, j'ai actuellement en accompagnement un certain nombre d'adultes qui font des burn-out sévères. C'est vraiment quelque chose de très profondément douloureux et qui a un impact dramatique sur la vie professionnelle évidemment, mais la vie personnelle. En tout cas, la nécessité d'être très vigilant avec toutes ces combinaisons diagnostiques, c'est vraiment ça, c'est les retentissements, ce sont les répercussions fonctionnelles que ça va avoir sur le parcours de vie et tout le long de la vie. Et puis, il y a aussi quelque chose qui se passe. Alors, je ne sais pas bien si c'est la même chose en Espagne, parce que je n'ai pas la même visibilité, bien évidemment. Mais en tout cas, en France, il y a encore des îlots de professionnels, des psychiatres et même des psychologues qui sont dans le déni de ces troubles, c'est-à-dire du TDAH ou du TND, du TSA et même du haut potentiel intellectuel, en considérant que tout ça n'existe pas et que ben, si un enfant, par exemple pour un enfant avec TDAH, eh ben, s'il se bougeait, s'il était un peu plus attentif, s'il faisait un effort, eh ben, il y arriverait très bien. Que le TSA, il suffit de, de mieux comprendre les émotions et ça va marcher, que tout ça n'existe pas. Et évidemment que le haut potentiel intellectuel est une invention un peu bizarre d'un certain nombre de personnes et que l'intelligence n'est pas du tout un problème pour personne et au contraire, donc un vrai déni de l'ensemble de ces tableaux cliniques. Ou à l'inverse, et le risque est aussi également très important, ou à l'inverse, un surdiagnostic. C'est-à-dire que finalement, un enfant, un ado, un adulte qui va avoir des difficultés à fixer son attention, qui va passer rapidement d'une activité à une autre, qui va en effet avoir cette intelligence un peu bouillonnante, etc., eh bien, comme ça va rentrer de façon assez facile dans les critères diagnostiques du TDAH, par exemple, hop, on va lui attribuer le diagnostic de TDAH, alors que ce n'est pas du tout un TDAH et que précisément, c'est un haut potentiel intellectuel. Et de la même façon, si on a un adulte, par exemple, ou un enfant qui est super intéressé par un sujet, ou un adulte qui a un peu de mal avec les autres, qui est facilement isolé socialement, qui a des difficultés dans la régulation émotionnelle, hop, ça rentre dans les critères diagnostiques du TSA. Et il devient autiste. Et je dis ça de façon un peu brusque, je vous l'accorde, mais moi, ça me fait hyper peur. Parce que ce surdiagnostic aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a des bouquets entiers de TDAH, de TSA, et le HPI, on l'oublie. Et il passe complètement derrière parce que c'est finalement d'avoir un trouble qui est bien identifié par la communauté médicale, c'est de façon totalement paradoxale, y compris pour le professionnel qui va diagnostiquer, plus rassurant que de prendre le risque de d'identifier un haut potentiel intellectuel et qu'après on vienne dire ah mais vous êtes passé à côté du TSA, ah mais vous êtes passé à côté du TDAH, etc. Parce que ces profils mixtes, ils existent, hein, on les a rencontrés et c'est un vrai défi clinique. Ça, je pense que vous avez bien compris avec mes propos à quel point c'est compliqué de faire ce diagnostic différentiel parce que tout se tisse entre tout. Euh, nous sommes finalement chacun des mosaïques complexes dans notre façon de penser, dans notre façon d'agir, d'interagir avec les autres, dans notre façon de ressentir, dans notre façon de vivre avec nos émotions, d'exprimer nos émotions. Et puis, il y a des moments, il y a des tempos de la vie, il y a des moments de la vie où on va être beaucoup plus en lien avec les autres, des moments pour des tas de raisons où on va être beaucoup plus en retrait, où on va être plus extroverti, plus introverti. Enfin, ça bouge. On n'est pas des entités fixes. Donc, c'est les diagnostics différentiels. Il faut jamais oublier qu'on fait ça à un moment donné et qu'il faut avoir cette intelligence professionnelle d'ouvrir le plus possible la perspective pour être bien au clair avec ces profils mixtes. Mais c'est un vrai, vrai défi clinique. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, et c'est ça qui me fait peur, c'est que je trouve, en tout cas en France, que parfois on oublie que
on peut tout à fait avoir un profil de haut potentiel intellectuel sans trouble associé et que c'est pas, comme je vous le disais, parce qu'on a certaines difficultés dans les relations sociales qu'on a un trouble de l'autisme, que c'est pas parce que on va passer d'un sujet à l'autre extrêmement rapidement qu'on a un TDAH, que c'est pas parce que on n'arrive pas à être attentif longtemps sur la même tâche, euh, idem qu'on a un TDAH, etc., etc. Et surtout, et moi, je trouve que c'est ça le plus grand risque de ces profils à haut potentiel aujourd'hui, c'est qu'on passe à côté de ces profils au prétexte, comme je vous le disais, qu'un diagnostic de TSA ou de TDAH est finalement plus facile à manipuler dans nos critères diagnostiques cliniques qu'un profil de HPI où on prend, où on, c'est presque plus un engagement professionnel de dire non, effectivement, cette personne-là a un profil à haut potentiel, mais il n'y a pas de trouble associé. Et c'est pas parce que il a une labilité émotionnelle et qu'il n'a pas une façon de réguler ses émotions stables, qu'il a un profil pathologique, que c'est pas parce que il passe d'un sujet à un autre, qu'il a un profil pathologique, que c'est pas parce qu'il a une grande sensibilité, que c'est un profil pathologique. Non, non et non. Les profils à haut potentiel avec plein de particularités qui ressemblent à certaines formes de TDAH ou TSA, oui, bien sûr, mais ce sont avant tout et absolument des profils à haut potentiel intellectuel. Et si on passe à côté de ça, on passe à côté de la possibilité d'accompagner avec sensibilité justement et avec pertinence tous ces profils-là. Donc, c'est très important dans notre métier et dans ce champ-là en particulier, d'être dans la nuance et d'avoir cette approche clinique globale, de ne pas être uniquement soit dans des cases de DSM-5, à voir si ça coche les cases pour savoir si on a un tableau clinique de ceci ou de cela, de ne pas uniquement évaluer les aspects intellectuels et cognitifs d'une personne, mais toujours évaluer les aspects affectifs et la dynamique de personnalité, parce qu'on n'est jamais l'un sans l'autre et que l'un éclaire toujours l'autre. Et il faut être attentif aussi à nos propres croyances de professionnels, à nos propres biais, parce que ça, quelquefois, on se fait piéger. C'est-à-dire que si on pense que, en fait, le TDAH est quelque chose qui est important de diagnostiquer à tout prix, eh ben, on va avoir beaucoup plus de TDAH parce qu'on a été touché par des gens qui avaient des TDAH qui n'avaient jamais été diagnostiqués et qui, du coup, ont été en difficulté. Idem pour le TSA. C'est très important d'avoir une représentation. Qu'est-ce que moi, en tant que professionnel, je pense et de ces différents profils? Quelle est ma propre sensibilité à ces différents profils et à quoi je crois par rapport aux difficultés, aux particularités, aux singularités de chacun de ces profils? Et bien sûr, se souvenir que nous sommes tous uniques et que nous avons tous des profils complexes. Je parlais tout à l'heure de mosaïque et qu'il faut être très attentif constamment à ça et pas. Moi, j'ai peur. Ça fait 3 ou 4 fois que je dis que j'ai peur, mais c'est vrai que j'ai peur de, en particulier, cette médecine qui devient extrêmement technicienne et qui voit que par un petit bout de la lorgnette, un petit bout du tableau clinique global et qui va complètement occulter l'ensemble de la personne et de la personnalité au risque de dégâts, je crois, sur le parcours de vie et sur le développement à la fois affectif, intellectuel, émotionnel, social, amoureux de chacun d'entre nous. Je vous remercie beaucoup pour votre attention et je peux bien sûr répondre à quelques questions si tant est que ça soit dans le principe de votre rencontre d'aujourd'hui. Merci. J'entends toujours pas vos retours, hein, pour info, donc je ne sais pas si quelqu'un me parle.